Je propose, Esther, que vous commenciez, si vous le voulez bien, si vous êtes prête. Bien sûr, oui, oui. Merci beaucoup, Nicolas. Merci De à tous rien. de votre présence et surtout merci à toute l'équipe des séminaires L'Irémus présente de m'avoir invité. C'est un honneur aujourd'hui, d'ailleurs, de partager ce séminaire avec Jean-Pierre Bartoli et Yasushi Ueda. Alors, je vais partager mon écran je vais vous parler d'une étude. Attendez, je partage. Alors, je vais vous parler d'une étude qui analyse les processus de mémorisation et d'appropriation artistique auprès des jeunes pianistes, concrètement sur une série de pièces, à l'opus 12 de Florentine Mulsan. Ce travail s'inscrit dans le cadre de ma thèse doctorale. C'est une thèse en codirection entre l'Université de Caen et Sorbonne Université, sous la direction de Philippe Lalitte et de Hervé Platel. Alors, cette étude se situe dans le prolongement des travaux que nous avons conduits auprès de pianistes professionnels sur le caractère associatif des représentations mentales de la musique. Elle vise à explorer les processus d'élaboration et de mémorisation des pièces contemporaines de Florentine Mulsan auprès de jeunes pianistes dans les premières années d'apprentissage, concrètement dans un premier cycle d'enseignement dans les conservatoires. Alors, pour mieux situer ce travail dans le cadre global de la thèse, je vais reprendre juste quelques points de la première étude. Alors, cette première étude exploratoire a été conduite auprès d'une population de pianistes professionnels avec une palette d'âge assez large, entre 22 et 70 ans. Alors, évidemment, en conséquence, avec dans certains cas, une longue carrière. Et la caractéristique commune aussi, c'était qu'ils sont tous engagés aussi bien dans une activité artistique en tant que concertistes que dans l'enseignement. Alors, du point de vue de la méthodologie, c'est une approche phénoménologique avec des entretiens semi-guidés et aussi des épreuves psychométriques, notamment puisqu'il s'agit des processus de mémorisation. Nous avons passé aussi le test d'intégration multimodale de Kinet. Alors, afin de répondre à ces deux premières questions, quelles sont les capacités cognitives impliquées dans l'audition intérieure du musicien et quel est le rôle des contenus mnésiques et des marqueurs émotionnels de la mémoire dans l'écoute intérieure préalable à l'exécution instrumentale, nous avons émis ces hypothèses que l'écriture musicale exercerait une forte contrainte sur la manière dont les pièces sont restituées, que le profil cognitif du pianiste est une variable importante, mais aussi la formation initiale qui conditionnerait le fonctionnement de la personne sur le plan cognitif. Alors, nous avons pour cela mis en place un dispositif d'écoute avec des pièces très différentes qui sont censées représenter des situations types pour le pianiste, des situations que la personne rencontre habituellement et qui conditionnent son fonctionnement cognitif. Par exemple, juste à titre d'exemple, ici, des pièces en contrepoint, une écriture imitative, des pièces qui seraient censées solliciter fortement le plan moteur, et après, aussi des pièces plutôt dans une écriture qui pourrait solliciter davantage les images mentales, la visualisation, des pièces du XXe siècle, à l'aube du XXe siècle, et aussi des pièces écrites à partir de 1950. Alors, il est important de préciser que il ne s'agit en aucun cas d'une catégorisation stylistique, mais des pièces qui sont censées représenter des situations types du point de vue cognitif pour l'interprète. Alors, les résultats de cette première étude exploratoire ont montré que les pièces polyphoniques sont particulièrement difficiles à mémoriser, que cette difficulté serait notamment liée au traitement mental de la charge cognitive, c'est-à-dire le suivi de plusieurs voix en même temps,
Et aussi parce que l'intégration motrice, au niveau, disons, de la mémoire gestuelle, procédurale, se fait sur une écriture qui n'est pas particulièrement pensée pour la morphologie de la main du pianiste, ce qui ajoute une difficulté sur ce plan. Un autre résultat important pour nous, c'était que la restitution des pièces mélodico-harmoniques et du XXe siècle est davantage associée aux métaphores, aux images mentales et aux émotions. Le fait que le type d'écriture musicale se révèle être une influence importante sur la manière de mémoriser. Et aussi un autre résultat, c'est que les tests de mémoire multimodale ont montré des scores très élevés par rapport à la moyenne générale de la population. Alors, en particulier, un point de ces résultats témoigne de l'utilisation de supports extramusicaux, des analogies et des métaphores. Ce point a mis en évidence que le recours explicite à ces références joue un rôle important dans l'expérience artistique et que très souvent, ces supports adoptent la forme d'une enveloppe protonarrative. À partir de là, nous avons voulu recouper ces données avec la manière de mémoriser des jeunes pianistes et nous avons abordé cette étude sur les pièces de Florentine Mulson. Voici la partition d'une des pièces que nous avons proposées. Alors, comme vous pouvez voir un petit peu par écoute mentale, cette pièce s'éloigne un peu du langage tonal, mais ne comporte pas une écriture ou une notation trop différente des partitions qui sont déjà abordées par les élèves. Nous voulions donner aussi des critères de familiarité parce que les pièces ont été données à travailler en autonomie dans un premier temps. Alors, il faut dire que la plupart des pièces travaillées dans le cadre du Conservatoire français appartiennent au répertoire tonal occidental. Par simple exposition dans leur vie quotidienne aussi, par apprentissage implicite, les enfants sont capables de reconnaître, par exemple, des fonctions tonales, des modulations. Nous voulions demander ou solliciter une plus grande recherche en termes d'expression en proposant un matériau à la base qui s'éloignait un peu de ces paramètres de familiarité. Avant tout, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les processus de mémorisation avant d'aller plus loin. De manière très schématique, cette figure montre que la mémoire est un processus dynamique qui comporte 3 phases. Une phase d'encodage, une phase de stockage et une phase de récupération. Soulignez que ces processus concernent nos capacités cognitives globales, mais que, en particulier, l'attention est fortement sollicitée dans la phase d'encodage et dans la phase de récupération. Alors, aujourd'hui, le modèle de mémoire à long terme de Larry Squire fait toujours consensus. Il divise la mémoire en mémoire explicite ou déclarative et mémoire implicite ou non déclarative. Si l'on spécifie un peu, on décortique un peu, dans la mémoire explicite, nous avons la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Un exemple serait des mémoires épisodiques, un instant particulier de notre vécu, de notre histoire, qu'on a vécu par exemple à Tokyo, et la mémoire sémantique, ça serait explicité avec des mots, une connaissance, par exemple, que Takemitsu est né à Tokyo. Par contre, de l'autre côté, dans la mémoire non déclarative, nous avons la mémoire procédurale, c'est-à-dire toute la mémoire sensorielle, la mémoire des gestes. Vous avez ici un pianiste à l'œuvre. Et l'exemple typique de mémoire perceptive, c'est la mémoire, par exemple, les Madeleines de Proust, qui va engendrer toute un cascade, un enchaînement de types de mémoires différentes, mais à la base, c'est une mémoire évidemment non déclarative. Alors, si l'on spécifie ces différentes modalités mnésiques en musique,
nous avons d'un côté la mémoire à long terme. Ici, je vous ai spécifié en musique ce que ça impliquerait. Par exemple, la mémoire épisodique, c'est le contexte de jeu. Où est-ce que j'ai joué cette pièce, quand, avec qui, etc. Et d'un autre côté, j'ai séparé la mémoire à court terme ou mémoire de travail. Mais je vais vous les présenter avec des couleurs différentes. Hop, voilà, si ça veut apparaître, voilà. Car il y a un point particulièrement intéressant, et c'est que le groupe de mémoire à long terme, ici, toutes les formes peuvent être accessibles par le biais de la mémoire verbale. Tout ça, ça peut être dit avec des mots, sauf la mémoire procédurale. C'est-à-dire que pour démontrer qu'on joue quelque chose, il faut vraiment le jouer. Hein. Et on laisse toujours la mémoire à court terme comme une mémoire à part. C'est le maintien temporaire dans une durée assez courte de temps dans le processus de mémorisation. Alors, pour revenir à l'étude, Chaffin et Logan, et d'autres auteurs aussi, distinguent principalement deux modes de mémorisation en musique. La mémorisation par chaîne associative, où chaque événement musical emmène au suivant et ainsi de suite, dans un enchaînement d'associations temporelles. C'est une phase qui se déroule dans les premiers moments d'aborder une pièce, déchiffrage, lecture et intégration audiomotrice. Et ensuite, la mémorisation par indice de récupération qui va se faire dans une phase plus tardive, disons quand on est en train de s'approprier d'un point de vue artistique et de consolider la mémoire. L'objectif des indices de récupération, c'est que pour jouer par cœur, sans la partition, on peut utiliser des indices différents qui vont se mettre en synergie pour constituer la représentation globale de la pièce. Je vais vous montrer ça d'une manière un peu plus explicite sur une partition, sur la partition que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça serait cet enchaînement comme ça, d'un élément après l'autre en mémoire. Ça veut dire qu'il y a des indices de récupération sur plusieurs modalités de mémoire, que ce soit la mémoire auditive, visuelle, analytique. L'ensemble de tout ça constitue après la représentation interne de l'objet musical. Alors, nous avons peut-être, attendez, je vais passer celle-ci. Oui, pour cela, nous avons proposé aux participants un premier entretien avec un questionnaire d'ordre assez général, s'ils aimaient la pièce ou pas, s'ils la comprenaient, quel type de problème ils rencontraient, etc. Et concrètement, il y a une question qui nous a particulièrement interpellé, c'était la réponse qu'on a eue si tu comprends la pièce. La plupart des jeunes pianistes ont déclaré ne pas comprendre la pièce avec des phrases, je cite, assez étonnantes comme je ne comprends rien, cette musique est bizarre, ça ne sonne pas bien. Voilà, ce qui nous a orientés pour une deuxième phase de travail où nous avions donné une consigne de noter sur la partition toute idée, mot ou perception suggérée par la musique. Ça pouvait être une impression générale ou un élément plus précis associé à un passage concret de la pièce. Et si l'élève le souhaitait, ça pouvait prendre la forme d'un récit ou d'une histoire liée à la pièce. Et dans un deuxième temps, on a proposé ce questionnaire avec des questions déjà beaucoup plus fines, orientées vers les associations extramusicales qu'ils ont fait avec la partition. Mais on va écouter un peu et regarder. Voici la pièce. Pardon.
la vidéo est là. Je voudrais vous faire écouter une pianiste qui jouait la pièce. Là, c'est au bout de 2 semaines de travail. Je vais passer parce que je vois que le temps passe. Je suis un peu bavarde et il faut que je contrôle. Alors, en fait, après cette première phase, nous avons observé que la plupart des participants ont tenté de s'approprier la pièce par le biais de schémas reconnaissables. Concrètement, ce que je vous montre ici, c'est la partition de cette pianiste. Au bout de 2 semaines, on a filmé et elle a présenté la partition avec cette structure. Elle m'a dit, moi, j'ai travaillé comme ça. Et après, elle avait passé ici les entretiens que je vous ai montrés avant, hein, quelles images elle associait à la pièce, etc. Pour ne pas trop m'attarder sur ça, ici, j'ai repris le commentaire d'un des participants de 9 ans lors du second entretien dit « Je sais que la première répétition commence une note plus bas. Par contre, l'accord qui suit est plus loin, c'est-à-dire dans un autre registre, un peu plus haut, la deuxième fois. » Et là, je me suis permis, disons, de faire un schéma qui permettait d'expliciter ce qu'il a verbalisé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà de toute manière, que ça soit fait d'une manière très intuitive ou beaucoup plus structurée, comme l'image de la partition que je viens de vous montrer, des manières reconnaissables de s'approprier la pièce pour la mémoriser. Il y a une autre élève ici, elle avait construit carrément par phrase tout un récit. Hein. Je vous le montre, marcher dans la forêt, un avertissement de la part d'une personne, se rapprocher un peu plus du danger, élément suivant, le danger, et voilà, faire craquer une branche alors que l'on est dans le silence, chercher à sortir de la forêt, etc. Voilà, elle a vraiment élaboré une histoire avec un début, avec toute une arche de tension, hein, pour finir en sortant de la forêt. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps de montrer d'autres vidéos. Par contre, je vais vous présenter alors quelques conclusions de cette étude. C'est que dans les premières années d'apprentissage, les pianistes tendent à encoder le matériau musical par chaîne associative. Dans ce processus, ils s'appuient surtout et principalement sur la mémoire auditive et procédurale, et que dans le but d'une appropriation artistique, l'élaboration de la trame narrative est privilégiée. Le faible niveau de hiérarchisation des pièces opus 12 avec une écriture très dépouillée et une forme simple est un des facteurs qui a déterminé une grande stabilité en mémoire, car tous les participants ont réussi à mémoriser les pièces sur une durée de 3 semaines. Alors, transformer la mémorisation implicite en mémorisation explicite, c'est-à-dire de pouvoir manipuler certaines données, permet d'avoir accès à ces indices récupérables et devient un outil très performant pour intégrer l'œuvre de manière très solide. Voilà, merci beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Moi, j'ai une question juste pour Esther. Bonjour Amy. Je ne sais pas si vous... Bonjour Esther, merci beaucoup pour la présentation, c'était fascinant. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous après d'avoir cette information? Qu'est-ce que voulez-vous faire après? Alors,
juste après, disons, je suis en plein dedans, c'est recouper toutes les données qui ont été collectées avec les épreuves psychométriques, c'est-à-dire que les élèves, en même temps, ils ont passé des tests d'écoute intérieure, c'est-à-dire de la capacité d'imaginer la musique sans avoir une source réelle de son. C'est un test qui a été mis en place à l'université de Bucknell. Ensuite, ils ont passé également des tests d'intelligence multiple. Disons, c'est une étape pour avoir un profil cognitif beaucoup plus clair, c'est-à-dire que sur des données de la personnalité, la mémorisation et la capacité d'écoute interne, on va essayer de recouper les données avec les témoignages et surtout aussi avec les éléments sémantiques de leur récit, les mots employés, la balance émotionnelle de ces mots par rapport à l'écriture. D'ailleurs, un point qui nous intéressait aussi, c'est de comparer après le contenu expressif dans la musique du point de vue du compositeur, puisqu'il s'agit d'une compositrice vivante, et des participants. Il est évident que ce que l'interprète reçoit du compositeur peut être ou pas en rapport avec la volonté expressive du compositeur. Et ça nous a intéressé aussi un peu de pouvoir, en tout cas, en discuter. Et si on avait eu le temps, j'avais un extrait de l'entretien aussi avec la compositrice. C'est intéressant pour l'instant de voir qu'il y a beaucoup de points de divergence de comment les enfants ont perçu les pièces d'un point de vue purement perceptif et expressif et ce que le compositeur avait en tête. Voilà, c'est plutôt dans l'aspect cognitif que maintenant on avance. Ça, c'est fascinant. C'est un champ très riche. J'imagine d'avoir cette opportunité d'étudier les pensées du compositrice et les interprètes en même temps. C'est fascinant. Ah oui, Merci. c'est une chance, hein. C'est une chance. Oui. C'est passionnant. Merci pour la question. Merci beaucoup Esther Amy, je suis désolé, j'ai été absent un moment, j'ai des problèmes de connexion, mais j'ai réussi à faire un partage en fait de réseau pour vous rejoindre. Donc Esther, malheureusement j'ai manqué la fin de votre présentation. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions à évoquer? Oui, j'aurais peut-être une question. Oui, J'ai trouvé ça très très intéressant. Je me demandais si vous avez présenté plusieurs sources de mémorisation, plusieurs façons. Et je me demandais si, dans vos conclusions, sous l'effet du trac, pour faire une prestation publique, est-ce qu'il y avait une de ces façons de mémoriser qui était plus solide, qui pouvait subsister? Parce que des fois, il y a la mémorisation physique, mais des fois, avec le trac qui nous amène à être un peu figé, tout ça, des fois, ça peut comme débarquer. Et qui viennent ensuite récupérer les réseaux de vie. Ouais. Donc, je me demandais s'il y avait... Oui, en fait, effectivement, pour l'instrumentiste, que ce soit un pianiste ou pas, mais bon, en particulier pour le pianiste, il est clair que dans des moments d'une forte sollicitation, comme c'est le cas du jeu par cœur en public, la mémoire procédurale est une mémoire qui est particulièrement robuste et souvent ces automatismes prennent une première place et que la mémoire plus analytique qui a été très importante dans une autre étape de travail, elle l'est beaucoup moins après une phase de consolidation. Mais les points que vous évoquez ont été regardés vraiment en détail dans l'étude avec les pianistes professionnels. Et on n'a pas décortiqué ça d'une manière plus spécifique avec les enfants, puisqu'on leur a donné la pièce sans aucune consigne. Vous travaillez en autonomie, et c'est là qu'on a vu que sans une consigne spécifique, la manière spontanée de travailler, c'était s'appuyer sur le geste, sur l'audition, et évidemment, puisqu'il s'agit d'une partition sur le support visuel, mais qu'il n'y avait pas une stratégie particulière de mise en place. Et dans le cadre un peu plus général, ce qui nous intéressait, c'est en effet de voir
les stratégies utilisées par les pianistes professionnels, notamment dans le répertoire polyphonique, bon, surtout en contrepoint, où il y a souvent des problèmes de mémoire, des trous de mémoire. Comment les stratégies qu'ils développent, on peut les appliquer aussi en pédagogie. C'est-à-dire de permettre que dans une méthodologie d'enseignement, ce type de stratégie soit déjà enseignée pour que la personne ne mémorise pas toujours d'une manière, on va dire, inconsciente ou juste par répétition, mais avec des buts très précis, mais qui sont définis par rapport au fonctionnement cognitif de l'être humain. D'accord, merci. Merci. Bonjour Esther. Excusez-moi, j'ai une question, si c'est possible. Bien sûr. Dernière question, Laïla, et puis bravo pour la publication de votre mémoire en ligne qui s'est faite hier. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre présentation, le sujet est très intéressant. Je me disais que vous étiez probablement aussi enseignante, vous enseignez le piano. Et ma question concernait, quand vous dites en autonomie, en fait, ces enfants qui sont en premier cycle de piano ont étudié la pièce vraiment seuls ou chacun avec leur professeur parce que ça paraît quand même être un travail conséquent pour eux. Oui, la plupart étaient soit en troisième, quatrième année de premier cycle, un seul participant était en deuxième année. Alors, effectivement, ça demandait une mise en place au sein de l'équipe, concrètement, c'était au conservatoire Jean-Philippe Rameau, au 6e arrondissement. Il y a eu 5 professeurs qui étaient partants pour participer à cette étude. Et nous avions convenu d'expliquer uniquement aux élèves les choses qui pourraient poser problème au moment où on leur a donné la partition. Ils l'ont lu et dire tu comprends tout? Oui, en principe, oui, je pense que je peux me débrouiller seul. D'accord. Alors, surtout, on ne travaille pas ça avec les élèves. On ne vous écoutera pas pendant 2 semaines. Et après, au bout de 2 semaines, vous venez vous jouer et vous montrer ce que vous avez fait. Et ça a été vraiment respecté par tout le monde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, enfin, sauf s'il y en a qui ont posé des questions à la maison, qui ont des parents musiciens, ça, j'en sais rien. Je pense que tout le monde a joué le jeu. Et ce qui avait émergé, c'est surtout au niveau du sens. Le fait que ce soit des pièces qui s'éloignent du langage tonal, c'était, j'ai un peu de mal, je ne sais pas trop où je vais, et voilà. Ils avaient besoin de la cadence parfaite. Oui, je comprends. Voilà. Merci. Merci beaucoup Esther, Laïla pour la question. Je vous propose que l'on passe maintenant à la présentation de Jean-Pierre. Si tu es prêt, Jean-Pierre.